Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Petit Noun, l'hippopotame bleu des bords du Nil, de Géraldine Elchner, Anja Klaus, et publié par les éditions L'Élan Vert. C'était au temps lointain et heureux des hippopotames bleus. Partout en ce temps-là, du fond des marécages qui bordaient les cités, leurs gros dos ronds marquaient l'horizon. En bons maîtres du fleuve qu'ils étaient, ces pachydermes se prélassaient avec délice dans les eaux tranquilles du Nil. Autour d'eux, des fleurs poussaient, et au fil du temps, leur feuillage avait gravé son empreinte sur leur peau qui brillait au soleil. Les poissons les frôlaient, les papillons s'y posaient, et les oiseaux picoraient sans crainte ces étranges rochers d'azur. Un jour, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, devint l'ami d'Antef, un grand vieillard aux cheveux blancs. Chaque soir, côte à côte, ils admiraient le soleil couchant. « Le soleil meurt chaque jour pour renaître chaque matin », disait le vieil homme. « Moi aussi, bientôt, je me coucherai comme lui. Commencera alors pour moi un bien long voyage. » Quand Antef partit pour ce royaume inconnu et qu'on le coucha dessous la terre, le petit hippopotame s'allongea près de lui et tomba dans un profond sommeil. Le temps passa. Des jours, des mois, des siècles. L'oubli semblait les avoir ensevelis pour de bon, lorsqu'un beau matin, dans les premières lueurs du jour, des pelles se mirent à creuser la terre. Puis, des mains commencèrent à la fouiller doucement. Elles en sortirent un à un une foule d'objets, plus précieux les uns que les autres. Réveillé en sursaut, Petit Noun fila se cacher sous une pierre. C'est là seulement qu'il remarqua sa taille. Au lieu d'avoir grandi au fil des ans, il était devenu petit, tout petit. À la première occasion, Petit Noun se glissa à l'air libre. Dehors, plus rien ne ressemblait au pays d'autrefois. La cité s'était comme volatilisée, et dans le fleuve, les monts bleus avaient disparu. Où étaient ses frères, ses amis, ses parents? Plus une fleur ne poussait alentour, plus un oiseau ne volait dans le ciel. Le vent, le temps, avaient tout emporté. « Il faut que je retrouve les miens, » se dit Petit Noun. « Peut-être sont-ils partis pour les pays lointains dont Antef m'a si souvent parlé ?» Et il se mit en route, minuscule point bleu, dans le grand désert doré. Il trottina ainsi des jours durant. Plus il marchait, plus le sable lui collait à la peau, recouvrant la belle couleur turquoise de son dos. Bientôt, il se mit à briller autant que le soleil. Peu à peu, sous ses pattes, une terre argileuse finit par remplacer le sable chaud du désert. Ça et là, des maisons bordaient la route. Au premier coup de vent, Petit Noun prit des allures de soleil couchant. Au loin, une forêt apparut. Petit Noun la traversa de bout en bout, se roula dans les feuilles dont il se régala. Il en ressortit vers prairie. Un jour, enfin, à l'autre bout du temps, Petit Noun aperçut de hautes silhouettes à l'horizon. Un épais brouillard flottait dans l'air lourd de poussière et de fumée. Épuisé, Petit Noun se coucha et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était gris-souris. Petit Noun soupira. Il voyageait depuis si longtemps. Jamais il ne retrouverait ses ancêtres disparus. Lorsqu'il vit l'eau qui coulait calmement dans les méandres du fleuve, il s'y glissa pour y pleurer tranquille. Et là, soudain, tandis que le courant lavait pour de bon son petit dos rond, il les aperçut. Ses parents, ses frères, ses amis, c'était bien eux qui l'attendaient là, dans leur pyramide de verre.
Fou de joie, Petit Noun courut les rejoindre de toute la force de ses petites pattes. Depuis, il dort près d'eux dans la longue nuit du temps, tandis que, un peu partout sur terre, tous les hippopotames se baignent, inlassablement, dans l'espoir de retrouver un jour leur dos turquoise d'antan. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Petit Noun et l'abeille de Géraldine Elchner, Anya Klaus est publié par les éditions L'Élan Vert. C'était un matin d'été, tranquille et joyeux, au pays des hippopotames bleus. Couchés dans l'eau du fleuve qui bordait les cités, ces pachydermes y somnolaient des heures durant. Seul, le plus jeune d'entre eux, qu'on nommait Petit Noun, trottait gaiement le long de la berge. Un doux parfum de fleurs montait des marais. Une brise légère faisait frémir les roseaux. La journée serait belle. Au loin, cependant, chassés par le vent, des nuages encombraient l'horizon. S'étaient-ils perdus dans la vallée? En face d'eux, le soleil brillait de tous ses feux. Soudain, une pluie rafraîchissante arrosa le dos de Petit Noun, tandis qu'un magnifique arc de couleurs apparaissait dans le ciel. « Soleil qui rit, soleil qui pleure », se dit le petit hippopotame, amusé. C'est alors seulement qu'il les aperçut. Comme assommés par les gouttes de pluie, des petits points dorés s'agitaient dans l'herbe. Puis, peu à peu, ils s'étirèrent et s'envolèrent. Des abeilles! L'averse, sans doute, les avait surprises en plein vol. Petit Noun connaissait bien ses voisines, qui passaient leur temps à butiner les fleurs. Mais l'une d'entre elles ne s'était pas relevée. Couchée dans l'herbe, c'est à peine si elle remuait. Sa chute sur terre lui avait croqué les ailes. Du haut d'un arbre, un faucon la guettait. De dessous les papyrus, une grenouille l'observait. Petit Noun tressaillit. Il n'en ferait qu'une bouchée. Sans hésiter, il alla se poster au-dessus de la petite abeille, la protégeant des 4 piliers de ses pattes. Puis il appela à la rescousse 2 canards qui barbotaient dans l'eau. Prudemment, ceux-ci glissèrent une feuille sous la blessée, qu'ils hissèrent sur le dos de Petit Noun. « Je vais la ramener chez elle », décida-t-il. Les bergers d'abeilles étaient, paraît-il, nombreux, près du palais, à s'affairer autour des ruches d'argile. À ce que l'on racontait, ils en récoltaient même un mystérieux liquide aux reflets d'or. En arrivant au palais, Petit Noun aperçut un jeune garçon, coiffé d'un diadème, qui retenait sa tresse d'enfant. Assis sur un coussin, un lance-pierre à la main, il s'amusait à lancer des noyaux dans un mortier. Lorsqu'il gagnait, il comptait les points. « Désolé d'interrompre ton jeu, mais pourrais-tu m'aider » demanda Petit Noun. « Je cherche une ruche où déposer cette abeille blessée. »« Tu as parcouru tout ce chemin pour sauver une minuscule abeille ?» s'étonna le garçon admiratif. « C'est qu'elle était en danger ?» répondit Petit Noun. « Tu as eu raison, il faut les protéger. Elles ont beau être des milliers dans une ruche, chacune d'elles est précieuse. » Se hissant sur la pointe des pieds, il caressa du bout des doigts le petit dos velouté couleur de terre et de soleil. Est-ce la douceur de cette main d'enfant sur elle qui réveilla l'abeille? Brusquement, elle s'ébroua, étira une à une ses ailes et prit son envol, minuscule point doré dans l'immense ciel d'azur.
Le petit cœur de Noun bondit de joie. À présent, suis-moi, dit l'enfant. Je vais te montrer leur trésor. Et il se dirigea vers une porte percée dans le majestueux mur d'enceinte qui leur faisait face. Jamais le petit hippopotame n'avait osé s'aventurer dans ces lieux réservés au pharaon et à sa suite. Mais à leur passage, les serviteurs s'inclinaient pour les saluer. Après la première cour, ils traversèrent une étrange forêt de troncs multicolores. Comme ils se sentaient petits au pied de ces géants de pierre, il aurait aimé y jouer à cache-cache, mais une voix les interpella. « Par ici, vous deux !» Venue les accueillir, Tia, la sœur du jeune garçon, les guida jusqu'au palais. Dans un jardin, des hommes allaient et venaient de ruche en ruche. « Voilà pour notre sauveur d'abeilles, » dit Tia, en soulevant le couvercle d'un grand pot de terre cuite. « Sans elle, nous n'aurions plus de miel. »« Ni de fleurs, ni de fruits, » ajouta son frère. « Elles sont les petites mains de la nature. » Les yeux fermés, petit Noun se mit à laper le liquide doré qu'on lui offrait. Quel délice! Le garçon s'en léchait les doigts lui aussi. Le miel guérit bien des maux, dit-il. Celui-ci est mon préféré. Il est réservé au pharaon. Au pharaon? S'exclama petit Noun. Attention, je ne suis pas roi des hippopotames. Le garçon éclata de rire. Mais moi, je suis Ramsès, le fils du pharaon qui règne aujourd'hui sur le pays, comme avant lui son père et le père de son père. Noun n'en croyait pas ses petites oreilles. Un jour, c'est son nouvel ami qui monterait sur le trône. En souvenir de cette abeille, tu seras toujours le bienvenu chez nous, conclut Tia. Depuis, les deux enfants et l'hippopotame jouent souvent ensemble. Et il n'est pas rare de voir alors quelques points dorés voltiger autour de petit Noun. Parfois, certains semblent même butiner les fleurs qui ont gravé leur empreinte sur son joli dos turquoise. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Petit Noun et les signes secrets de Géraldine Elchner, Anya Klaus et publié par les éditions L'Élan Vert. Tout seul, au fond de sa vitrine, sous la grande pyramide de verre, petit Noun s'ennuyait bien souvent. Les journées y étaient si longues pour un petit hippopotame habitué à voyager et à patauger dans les eaux tranquilles du Nil. Par bonheur, des enfants passaient le voir au musée. Le nez collé à la vitre, ils le caressaient des yeux et lui faisaient signe de la main. Le petit cœur de Noun en dansait de joie. Mais ce matin-là, le gardien s'approcha à grands pas et, sortant son trousseau de clés de sa poche, il ouvrit les vitrines tout en chantonnant « En nettoyage de printemps, vive le vent !» L'hippopotame se fit tout petit, il n'avait guère envie de se faire savonner la tête. L'homme, cependant, se contenta d'effacer les traces de doigts et de petiner sur la porte entrebâillée. Puis il la poussa doucement et s'éloigna. « Pas de tour de clé !» s'étonna petit Noun. « Oh, quelle chance! Je vais pouvoir aller me promener !» Mais déjà, un joyeux brouhaha envahissait les allées. Les visiteurs affluaient. Il fit donc comme si de rien n'était et resta sans bouger, des fourmis dans les pattes. Dès la nuit tombée, petit Noun poussa de toutes ses forces sur la porte de verre et s'approcha du bord. « À 3, je saute, se dit-il. 1, 2,
Il ferma les yeux. La vitrine était bien plus haute qu'il ne pensait. 3! Quel vol plané! Grâce au bon coussinet de ses pattes, Petit Noun atterrit heureusement sans encombre sur le vieux parquet ciré. Autour de lui, dans la salle immense, silence. Pas un murmure, pas un froufrou. C'est alors qu'à la lueur d'un rayon de lune, il les aperçut. Là-bas, tous ses amis du Nil, gravés dans la pierre blanche d'une grande stèle qui scintillait dans l'obscurité. S'approchant, il reconnut la chouette, dont le cri déchirait la nuit. Le taureau aussi, le canard qui aménageait près de lui, et même l'abeille qui donnait du si bon miel. « Tu cherches quelque chose, Petit Noun? Je peux t'aider ?» demanda soudain une voix dans son dos. Une jeune femme était là, derrière lui. « N'aie pas peur, je m'appelle Ojia, dit-elle. » Elle souriait si gentiment que le petit hippopotame courut vers elle. « Regarde, dit-il, je viens de retrouver des animaux du Nil sur cette pierre. » Leurs portraits correspondent à des signes de notre écriture, expliqua Ojia. Ce sont des hiéroglyphes. Il y en a d'autres ici. Prudemment, elle déposa son vase à eau et le panier qu'elle tenait sur la tête, puis le mena vers plusieurs stèles, où, en effet, Petit Noun repéra le lièvre, qui bondissait sur les berges du fleuve, le héron, qui pêchait les poissons, et même une vipère à cornes, avec qui il jouait à cache-cache. « Et qu'est-il noté sur la pierre ?» voulut savoir Petit Noun. « Est-il écrit comment vont mes amis ?»« Hélas, je ne sais pas lire, » avoua Ojia. « Personne ne m'a appris à déchiffrer ces signes mystérieux. Mais viens, je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Il est muet, mais ses yeux parlent mieux que la plus belle des voix. » Dans la salle voisine, un homme était assis en tailleur, un rouleau de papyrus sur les genoux. Ojia s'inclina devant lui. « Scribe, voici quelqu'un qui s'intéresse aux signes que vous dessinez, dit-elle. » Prenant son courage à deux pattes, Noun s'approcha à son tour. « Bonjour à vous. Connaissez-vous mes amis du bord du Nil? J'aimerais avoir de leurs nouvelles. Où sont-ils? Que font-ils » L'homme le regarda droit dans les yeux et hocha la tête. Mais d'un air triste, il souleva la main droite, où ses doigts semblaient tenir un objet disparu. « Tu as perdu le calame qu'il te faut pour noter ce que tu veux nous raconter, c'est ça ?» devina Ojia. L'homme confirma d'un signe de tête. « Où trouver ici une telle tige de roseau transformée en pinceau ?» Petit Noun eut une idée. « Prenez donc l'une des fleurs collées à ma peau. Vous pourrez écrire du bout de sa tige. » « Et le bleu d'azur de ton dos servira d'encre, » dit Ojia en riant. Le visage du scribe s'éclaira d'un beau sourire. D'un geste, il invita Petit Noun à le rejoindre, et celui-ci escalada le socle de pierre pour aller se nicher sur ses genoux. Fasciné, le petit hippopotame observa les signes bleutés qui s'alignaient sur le rouleau de papyrus. Quand le scribe pointa la tige vers lui, il comprit. C'était son nom. Aussitôt, il désigna Ojia. « Plein de plumes pour toi, comme celle de ta robe !» s'écria-t-il en découvrant les oiseaux qui se posaient un à un. Mais tandis qu'il essayait de déchiffrer la suite, la tige lui chatouillait si agréablement le dos que peu à peu, ses paupières se firent lourdes. Quelle ne fut pas la surprise du gardien lorsque le lendemain matin, il retrouva le bel hippopotame, endormi sur les genoux du scribe. « Allons bon, qu'est-ce que tu fais là ?» murmura l'homme. « Au bercail, vite! Les visiteurs ne vont plus tarder. » Délicatement, il prit Petit Noun dans ses bras et, sans le réveiller, le déposa dans sa vitrine. Un clin d'œil complice, et il poussa la petite porte de verre, puis s'éloigna, ni vu ni connu. Depuis, chaque jour, Petit Noun passe le plus clair de son temps à sourire aux enfants qui viennent lui rendre visite. Mais chaque soir, à l'heure où meurt le soleil pour renaître chaque matin, Petit Noun se met en chemin. Le scribe lui donne des nouvelles de son pays,
Oggia le guide pas à pas, et puis, allez savoir, la nuit lui appartient. Mais chut, c'est un secret. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Zora, quand ma parole vaudra la tienne. Écrit par Ludovic Suliman, illustré par Jingfeng Art et publié par les éditions Utopiques. Il était une fois un jeune roi dont le fidèle conseiller venait de décéder. Après l'avoir pleuré, le souverain cherche quelqu'un pour le remplacer. Un homme intelligent, honnête, intègre, sage, juste et incorruptible. Mais il ne voit dans son entourage que des flatteurs, des hypocrites, avides de pouvoir et d'argent. Qui choisir? Le roi se rappelle que, lorsqu'il était enfant, son ancien conseiller affûtait son esprit en lui posant des devinettes. Il y en avait une qu'il avait mis des années à déchiffrer. Il avait eu beau le supplier, le vieil homme l'avait laissé chercher. « La vie t'apportera la réponse », disait-il. À ce souvenir, une idée lui vient. Le lendemain, dans chaque ville, chaque village, sur chaque place du royaume, les messagers du roi transmettent ce message. « Quelle est la forêt d'où nul ne sort? Chaque arbre y porte 12 branches, chaque branche 30 feuilles, chaque feuille des milliers de graines de vie. Celui qui résoudra cette énigme deviendra le nouveau conseiller du roi. » Aussitôt, la nouvelle se répand dans tout le pays, et de partout accourent au palais les sages, les savants et les ambitieux. À tour de rôle, ils se prosternent devant le roi et annoncent leur réponse. Mais à chaque fois, ce dernier répond « Au suivant ! Au suivant !» Le soir même, la nouvelle de l'énigme parvient jusqu'à un petit village de bord de mer. Un pauvre pêcheur rentre chez lui, où il retrouve sa fille, Zora, qu'il a élevée seule après la mort de sa femme. « Ah, ma fille bien-aimée, celui qui résoudra cette énigme deviendra le nouveau conseiller du roi, » s'exclame-t-il. « Il sera riche, à l'abri du souci. »« Riche, oui. À l'abri du souci, non. Mais si tu veux devenir conseiller du roi, papa, il te suffira de répondre. » Et Zora lui souffle la réponse à l'oreille. Le lendemain, le pêcheur enfile ses plus beaux habits et se rend au palais. Impressionné, il attend son tour. La voix du roi, comme un coup de tambour, rythme le passage de chaque candidat. « Au suivant ! Au suivant !» Enfin vient le tour du pêcheur. Se tenant droit devant le monarque, il bredouille. « La forêt d'où nul ne sort, c'est le temps infini, maître de toute vie. Chaque arbre est une année de ce temps. Les 12 branches sont les 12 mois qu'il y a chaque année. Les 30 feuilles sont les 30 jours qu'il y a chaque mois. Les milliers de graines de vie sont les milliers de secondes, qui sont comme autant de cadeaux que la vie nous offre chaque jour. » Le roi observe attentivement l'homme qui se dresse devant lui. Il lit dans ses yeux comme dans un livre ouvert. « C'est la bonne réponse, reconnaît-il. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est plein de trous, sans quoi tu n'es rien ? » Je ne sais pas. »« Eh bien moi, je sais que tu es pêcheur. Je vois ton visage tanné par le soleil, tes mains crevassées par le sel de la mer. Ce qui est plein de trous, sans quoi tu n'es rien, c'est le filet de pêche. Dis-moi la vérité, homme. Est-ce toi tout seul qui as trouvé la réponse à l'énigme ? Oh non, mon roi, c'est ma fille, Zora,
qui m'a soufflé la solution. Elle est très intelligente et parfait. Alors demain, tu lui diras de se présenter devant moi. Ni nue ni habillée, ni à pied ni transportée. Et surtout qu'elle pleure et qu'elle rit en même temps. Va. À peine rentré chez lui, le pêcheur se prend la tête entre les mains et gémit. « Ah, ma fille Zora, tu avais raison. Il n'y a que du souci à vouloir être riche. Je n'aurais jamais dû y aller. Le roi veut que tu retournes au palais demain, ni nue ni habillée, ni à pied ni transportée. Et surtout que tu pleures et que tu ris en même temps. Quel malheur !» Et Zora, tout sourire, répond à son père. « Ne t'inquiète pas, papa. » Le lendemain, la jeune femme part pour le palais. Une voisine l'aperçoit. « Venez voir, c'est Zora !» Plus loin, c'est un homme qui rit à son tour. Les gens accourent, l'entourent et la suivent en riant. Une vague de rire arrive jusqu'aux oreilles du roi. De sa fenêtre, celui-ci aperçoit Zora et s'amuse lui aussi en la découvrant. Elle est montée sur un tout petit âne, ses pieds touchent à peine le sol, ni à pied, ni transportée. Elle est vêtue d'un simple filet, sans rien en dessous, ni nue, ni habillée. Elle a passé autour de son cou un collier fait d'une ficelle où elle a glissé des oignons épluchés qui la font pleurer. Et elle rit de voir la foule joyeuse autour d'elle. Zora qui rit, Zora qui pleure. Le roi prend la parole. « Ainsi te voilà, Zora, fille du pêcheur. Toi qui es si maligne, dis-moi, quel est le trésor plus précieux que l'ambre et le diamant? L'or ou l'argent? Quand on le donne, il ne diminue jamais, et au contraire, il grandit. C'est le savoir qui est plus précieux que l'or et le diamant, répond aussitôt Zora. Plus il est partagé entre tous, et plus il fait grandir chaque personne. C'est bien. Alors demain à la même heure, là où j'ai vu la pierre, je veux voir la fleur. Va. Le matin suivant, Zora se prépare. En plus d'être intelligente, elle est belle, merveilleusement belle. Joliment vêtue d'une robe brodée, ses longs cheveux coiffés et ses grands yeux soulignés de colle, elle part. À peine est-elle sortie que dans le ciel là-haut, le soleil l'aperçoit et ralentit sa course pour l'admirer. Femmes, hommes, enfants, tous, en la voyant, sont éblouis par sa splendeur. Cette vague d'émerveillement arrive jusqu'aux oreilles du roi. « Zora, fille du pêcheur, là où j'ai vu hier la pierre de ton intelligence, je vois aujourd'hui la fleur de ta beauté. Viens jusqu'à moi. » La jeune femme fait face au roi. « Où voit-on briller les plus belles étoiles ?» demande-t-il. « Dans les yeux des amoureux, » déclare-t-elle. En effet, dans les yeux des deux jeunes gens étincellent des étoiles filantes et dansent les galaxies. On dit que les cœurs parlent au cœur. Le cœur de Zora parle au cœur du roi, le langage de l'amour. Tu penses que le conte s'arrête là, avec la formule « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Détrompe-toi, mon histoire n'est pas terminée. Le soir du mariage, le roi dit à sa femme « Zora, tu es reine de ce pays, reine de mon cœur, mais sache que si tes désirs sont mes ordres, selon la loi, jamais tu ne devras te mêler des affaires du royaume. Tu es roi de ce pays, roi de mon cœur, ta loi est ma volonté. Il en sera ainsi, » lui répond Zora. Et durant 6 mois, la reine va respecter sa parole, jusqu'à ce fameux jour. Il se trouve que dans le quartier de la Médina, vit un marchand de parfums qui a mauvaise réputation. Ce charlatan vend très cher des produits de mauvaise qualité, si bien que plus personne ne franchit le seuil de son magasin. Son plus proche voisin, le marchand d'huile, lui, vend à bon prix des huiles qu'il sélectionne pour leur goût et leur pureté. Évidemment, sa boutique ne désemplit pas, et on dit qu'avec son huile, il fait de l'or. Jaloux du marchand d'huile, le marchand de parfums a percé un trou dans le mur qui sépare les deux commerces pour espionner son voisin. Un soir, par ce Judas,
il voit ce qu'il voulait voir. Le marchand d'huile en train de compter, une à une, ses pièces d'or. Et le marchand de parfums de l'autre côté du mur compte en silence avec lui 88 pièces. Il note que le marchand d'huile range son trésor dans un petit sac de velours bleu, fermé par un lacet de cuir noir. Sans se douter de rien, le marchand d'huile cache le sac dans une jarre vide parmi les jarres. Aussitôt, le marchand de parfums se précipite hors de sa boutique en hurlant « Au voleur! Au voleur !» 2 gardes qui patrouillaient accourent. « Vite! Venez à mon secours! On m'a volé 88 pièces d'or que j'avais rangées dans un petit sac de velours attaché avec un lacet de cuir noir. Je me suis absenté quelques minutes tout à l'heure. Quand je suis revenu, j'ai vu le marchand d'huile sortir de chez moi. » Les 2 gardes pénètrent dans la boutique du marchand d'huile, fouillent sa maison et finissent par découvrir le petit sac de velours. Malgré ses protestations, le riche marchand est arrêté. En ce temps-là, c'est au roi de rendre la justice. Alors, après avoir écouté les 2 hommes et le rapport des gardes, il s'adresse au marchand d'huile. « Nous avons la preuve que tu es coupable, et selon la loi, tu auras le sort réservé aux voleurs. Nous allons te trancher la main qui a servi à voler. » Le malheureux se jette aux pieds de son souverain. « Roi, je te supplie de me croire. Le marchand de parfums est un menteur, cet or m'appartient. » « En plus d'être un voleur, tu oses mentir devant moi, ton roi. Alors nous te ferons également trancher la langue. » Zora a tout vu, tout entendu. Elle sent que cet homme dit la vérité. Elle prend la parole devant toute la cour. Pour savoir qui a dit la vérité, il suffirait d'apporter une bassine d'eau bouillante. Un grand silence suit sa déclaration. Elle a parlé devant tous et le roi ne peut la contredire. « Qu'on apporte une bassine d'eau bouillante !» ordonne-t-il. Quelques minutes après, une grande bassine fumante est déposée devant le roi. Zora prend de nouveau la parole. « Si le marchand de parfums a dit la vérité, les pièces qui passent entre ses doigts doivent porter la trace des parfums qu'il manipule ?» La reine fait sentir les pièces aux personnes de l'assistance, en commençant par le roi. Aucun effluve parfumé ne se répand du sac de velours. Zora continue. « Si le marchand d'huile a dit la vérité, les pièces qui passent entre ses doigts doivent porter la trace des huiles qu'il vend. Tout le monde sait que la graisse remonte à la surface d'un liquide brûlant. » On plonge les pièces d'or dans la bassine et l'on voit une pellicule grasse remonter à la surface, formant un œil, l'œil de la vérité. Le roi casse son jugement précédent. Il libère le marchand d'huile et lui restitue son trésor. Il fait arrêter le marchand de parfums. Lui, peu importe son sort. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est Zora et le roi. Ce soir-là, lorsque le souverain se retrouve seul avec son épouse, au lieu d'écouter la voix du cœur ou celle de la raison, il écoute la pire des voix, celle de l'orgueil et de la colère. « Tu as rompu ton serment, tu m'as ridiculisé devant toute ma cour. Demain, tu retournes chez ton père. Je te répudie, je te répudie, je te répudie !» Zora regarde cet homme, aveuglé par sa colère. Malgré sa peine, elle reste calme et trouve la force de sourire. « Ta loi est ma volonté. Demain, je retourne chez mon père. Mais ce soir, je suis encore ta femme, et mes désirs sont tes ordres. Alors, je désire partager un dernier repas avec toi. » « Soit. » Zora, fille du peuple et fine cuisinière, prépare elle-même tous les plats. Le roi dévore ce festin délicieux et soupire de plaisir en se léchant le bout des doigts. Entre 2 bouchées, Zora lui demande « Permets-moi d'emporter avec moi le coffre de mariage que tu m'as offert. Il est si beau. » « Si c'est ce meuble que tu veux, prends-le. Laisse-moi aussi emporter ce tapis, je l'aime tant. » « Prends le tapis. Et aussi mes robes, mes bijoux, je les adore, et puis... » « Ça suffit, prends tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes ici. Mais demain, hors de ma vue, tu retournes chez ton père. » À la fin du repas, Zora verse en cachette une poudre blanche dans un verre, puis elle le remplit d'un thé bien sucré. À peine a-t-il bu que le roi tombe dans un profond sommeil. Sans perdre une seconde, Zora roule le corps de son époux dans le tapis, puis elle le hisse péniblement à l'intérieur du coffre de mariage. Elle claque dans ses mains
et des serviteurs apparaissent aussitôt. « Emportez cette malle chez mon père !» Une fois le coffre déposé dans la chambre de Zora, les serviteurs s'en retournent au palais. La fille du pêcheur embrasse son père et le rassure. Puis elle entre dans sa chambre, ouvre le coffre et en sort le tapis qu'elle déroule. Enfin, elle hisse le corps du roi dans son petit lit, où elle a dormi tant d'années. Au petit jour, lorsqu'il ouvre les yeux, le roi aperçoit Zora. « Que fais-tu là ? Je t'avais ordonné de partir chez ton père. »« Je t'ai obéi. Je suis chez mon père. Et tu es avec moi. » Le roi découvre alors les murs blanchis à la chaux de la petite pièce. « Pourquoi suis-je ici ? » ?»« Hier, tu m'as dit que je pouvais emporter tout ce que j'aimais au palais. Mais ce que j'aime le plus, c'est toi. Alors je t'ai emporté avec moi. » Un rire plein de lumière sort du cœur du roi. En regardant sa femme, il retrouve la voix de la raison, la voix du cœur. « Hier, sous le coup de la colère, j'ai dit n'importe quoi. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Pardonne-moi également de t'avoir répudié. Je te demande de revenir au palais avec moi, de redevenir ma femme, reine de mon cœur, reine de ce pays. » Mais là où tant d'autres auraient dit oui, Zora la rebelle répond « Non. Hier, lorsque tu m'as répudié, je t'ai souri, mais tu m'as brisé le cœur. Tu as écouté ton orgueil plus que la vérité. Si je reviens avec toi, je devrais rester bouche fermée devant une nouvelle injustice parce que c'est la loi. Rentre dans ton palais. Moi, je reste chez mon père. Je n'ai pas besoin de toutes tes richesses. » Le roi regarde Zora, aussi belle que déterminée. Il aime cette femme comme jamais il n'a aimé. Il ne peut vivre sans elle. Le jeune souverain se jette à ses pieds et déclare « Zora, je vais faire pour toi ce qu'aucun autre roi n'a fait avant moi. Je vais changer la loi. Si tu reviens vivre avec moi au palais, tu rendras la justice à mes côtés. Ta parole vaudra la mienne. Je te le demande à nouveau. Redeviens ma femme, reine de mon cœur, reine de ce pays. » Zora garde le silence et ne quitte pas l'homme du regard. « Mais enfin, Zora, que veux-tu ? » ?»« Je veux ce que toute femme veut. Je veux décider par moi-même de ma vie. Il en sera ainsi, je t'en fais le serment. Reviens, je t'en supplie. » « D'abord, dis-moi, pourquoi je reviendrai avec toi ? » ?»« Parce que je t'aime, Zora. » Zora tend la main à son époux pour l'aider à se relever et ensemble, ils retournent au palais. On raconte que jamais la justice n'a été aussi bien rendue dans ce pays, car à la parole du roi s'ajoutait la parole de la reine, à la parole de l'homme s'ajoutait la parole de la femme. Ce n'est qu'un conte, mais on dit que les contes ouvrent parfois la voie. La suit qui veut, la suit qui peut. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé ? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Indigo. Scénario et illustration de Pascal Maupoubouterie, écrit par Régis Delpech et publié par les éditions Utopiques. En ce temps-là, j'étais d'un bleu si bleu, d'un bleu si merveilleux, que de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu oiseau plus beau. J'étais plus fière qu'un paon, si fière que je me pavanais devant tous les animaux, si fière qu'un jour, j'osais même me comparer au soleil. Aussitôt, celui-ci se mit dans une colère à faire pleurer les nuages. « Qui es-tu pour oser te mesurer à moi ? Moi, qui depuis la première seconde du premier jour où naquit la terre, suis pour elle source de chaleur, de lumière et de vie. » « Mais soleil !»« Il n'y a pas de mais. Puisque ta beauté t'aveugle, je vais t'en défaire. » À peine le soleil eut-il ravalé sa colère que mes plumes devinrent grises comme la cendre. Honteux, j'allais me cacher, plus triste et plus seul que l'être le plus triste et le plus seul de tout l'univers. Ayant perdu le goût de vivre et de voler, je dépérissais.
jusqu'au jour où la terre en eut assez de me voir dans cet état. Oiseau, reprends ton vol et pars pour le monde. À quoi bon, répondis-je. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, alors tu retrouveras tes couleurs. Ne sais-tu pas que l'on me nomme la planète bleue? Ne sais-tu pas que tous les bleus sont en moi? Bleu nuit, bleu saphir, bleu cobalt, bleu céleste, bleu égyptien et tant d'autres. À toi de les trouver, à toi de les mériter. Cette bonne vieille terre a raison, me dis-je. Ce ne sont pas les bleus qui manquent. Je dois pouvoir retrouver facilement ma légendaire beauté. Gonflé d'espoir et d'un reste de vanité, j'avalais plaines et montagnes, filant à tire-d'aile vers la mer la plus proche. Je plongeais dans la grande bleue, puis remontais jusqu'au firmament, inlassablement, tel un yo-yo au fil invisible. J'avais beau fendre tous les océans, tous les lacs, tous les fleuves, pas le moindre reflet bleuté ne vint éclairer mon terne plumage. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, me susurrait la terre. S'il ne se trouvait ni dans l'eau ni dans le ciel, mes bleus étaient sûrement dans le suc des fleurs ou dans la chair des fruits. Alors, je butinais ou picorais lilas de Californie, clématite, muguet du Japon, myrtille, érelle, encolie, arbres aux papillons, prunelles. Hélas, mes plumes ne se teintaient toujours pas. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, répétait la terre. Ouvrir mes yeux, ouvrir mon cœur, à qui et à quoi, pour qui, pourquoi? Où que je sois, j'étais confrontée à ma splendeur passée. L'éclat des papillons morphaux plus profonds de la forêt amazonienne, la grâce des pans sauvages de Nouvelle-Zélande, et même ce vol d'Ara Jacinthe que je suivais en enviant leur bleu cobalt. Moi qui avais été le plus beau de tous les oiseaux, envié de vulgaires perroquets. Ce sont des cris qui m'arrachèrent à mes sombres pensées. 2 groupes d'hommes se disputaient violemment. « Voleurs, rendez-nous les fruits de l'arbre sacré !» criaient les uns. « Menteurs, c'est vous qui les avez dérobés !» hurlaient les autres. Curieux, je me posais sur une branche. « Oiseau, me dit alors l'arbre, fais-leur comprendre que personne n'a volé mes fruits. C'est moi qui n'ai plus la force d'en donner depuis qu'un énorme ver me ronge le cœur. S'il te plaît, oiseau, aide-moi à me débarrasser de ce parasite. » Ému par les paroles de l'arbre sacré, je martelais son tronc de mon bec effilé, encore et encore, jusqu'à en déloger le ver meurtrier. Aussitôt, l'arbre refleurit puis ses fleurs devinrent fruits. Dans l'assemblée, la fureur avait fait place au silence. Tous me regardaient, ébahis, alors que j'avalais l'horrible mais délicieux parasite. Sois remercié, l'oiseau, me dirent les hommes, revenus en paix. Mange et reprends des forces, ajouta le plus jeune d'entre eux, en me tendant des grains d'un bleu étourdissant. Les fruits de l'arbre sacré te nourriront et te guideront. Ne l'appelle-t-on pas arbre du voyageur? Je m'en rassasiai et repris mon vol. La terre, elle, chantonnait. Bravo, mon fils, ouvre ton cœur, continue, mon fils, ouvre tes yeux. Les yeux grands ouverts et le cœur en alerte, j'écoutais, tout en le survolant, le brouhaha du monde. Rires, cris, chuchotements, exclamations, soupirs, rugissements, murmures. Et là-bas, près d'un ruisseau des pleurs, les lourds sanglots d'un enfant. Je m'approchais du garçon. Son corps était couvert d'ecchymoses. Je m'approchais encore, à toucher son visage. Bouleversée par sa douleur immense, je me mis à boire ses larmes. À chaque larme avalée, le visage de l'enfant martyrisé s'éclairait, et ses bleus disparaissaient un à un. Enfin, épuisée, je m'évanouis.
doux et chaud. Tel fut mon réveil au creux des mains de l'enfant. Je restai encore de longues minutes sans bouger. Le temps pour lui de me confier ses malheurs, puis ses espoirs maintenant que je l'avais soulagé de ses bleus au corps et à l'âme. À la fin de ses confidences, je levai le bec, ouvris un œil et secouai le bout de mes ailes. Alors, l'enfant me rendit à mon vol en m'accompagnant de 1000 merci, qui se mélangèrent aux encouragements de la terre. Mes plumes, c'est peut-être à ce moment-là qu'elles reprirent quelques couleurs. À vrai dire, je les avais un peu oubliées. J'étais devenu bien plus curieux des autres que de moi-même. Et je commençais à comprendre pourquoi la terre me répétait « Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur ». Une fois de plus, ce furent des cris qui me dévièrent de ma route. Sur la place d'un village, hommes, femmes et enfants se lamentaient. Certains abattus, d'autres affolés. « Ce maudit Jnoun a volé le bleu de nos maisons » hurlait une femme. « Qu'allons-nous devenir à présent? Qui nous protégera du mauvais œil? Perdus, nous sommes perdus !» Troublé par la détresse des villageois, je décidai de les aider. Je survolai la région à la recherche de l'infâme génie. Il me fallut des heures et des heures, sous un soleil de plomb, avant d'apercevoir une lueur bleue s'échappant du ventre de la terre. Je plongeai, sans un bruissement d'ailes, jusqu'au cœur d'une grotte. Autour de moi, scintillait le bleu des maisons du village. Je scrutais l'obscurité jusqu'au plus profond de la caverne. Pas le moindre signe du Jnoun, mais un sac, d'où s'échappait la précieuse couleur. À peine m'en étais-je emparé que je me retrouvais face à l'horrible monstre. Il bouchait l'entrée de la grotte. Immense, menaçant, vociférant, il s'approchait de moi. Que faire? Réfléchir quelques secondes de trop, c'était signer mon arrêt de mort et celui des villageois. Alors, je fonçai droit sur le Jnoun. Quand mon bec traversa son œil, il hurla et se tordit de douleur. Il se tapa la tête contre les parois de la grotte avec une telle violence qu'un éboulis de roches l'emprisonna à tout jamais dans son antre. Quant à moi, je réussis à m'échapper de justesse. De retour au village, je versai du pigment bleu au-dessus des maisons, afin que chaque porte, chaque volet retrouve sa couleur protectrice. Je confiai à la chef du village ce qu'il restait du trésor arraché au Jnoun. « Oh, merci, oiseau courageux » me dit-elle en déposant un peu de poudre sur mes plumes. « Que ce bleu te protège, toi aussi. » Désormais, j'avais ouvert les yeux sur le monde et surtout ouvert mon cœur aux autres. Je savais que quelque part, quelqu'un pouvait avoir besoin de moi. Alors, je repris mon vol. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi. Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Zoom, chat de traîneau. Écrit et illustré par Didier Jean et Zad et publié par les éditions Utopiques. Ils sont trois autour d'une cheminée où brûle un bon feu. Zoom, le grand-père majestueux, et ses petits-enfants, Zik et Zak, deux chatons vifs et malicieux. La lumière chaude qui les enveloppe est propice aux souvenirs. C'est Zoom qui parle. C'était l'hiver, il y a bien longtemps. Oh, vous n'étiez même pas nés les enfants. J'étais jeune, fougueux et plein de projets. J'avais un rêve, le plus beau des rêves, devenir chat de traîneau. Mais Pépé Zoom, ça n'existe pas les chats de traîneau. De mon temps, ça existait mon petit Zak. Les chats n'étaient pas encore ces carpettes ronronnantes et frileuses qui ne quittent jamais le coin du feu. De mon temps, il fallait chasser pour se nourrir, et un mauvais chasseur restait le ventre vide. Maintenant, notre race se contente de vulgaires croquettes sans saveur, arrosées de lait écrémé.
Moi, j'aime bien les croquettes, surtout celles au poisson. Mais mon petit Zik, c'est parce que tu n'as jamais dégusté de l'ours fraîchement tué. Quoi? Tu as chassé l'ours? S'écrient les deux chatons. Eh oui, les enfants. Mais c'est toute une histoire. Raconte-nous, Pépézoum. Le vieux chat se cale bien confortablement sur son coussin. C'est un vrai conteur, ce Pépézoum. Il ménage le suspense. En ce temps-là, le vieil Awa, que vous connaissez bien, était un jeune chien plein d'allant. Lui et moi étions des amis inséparables. Il allait bientôt entreprendre sa première traversée du Grand Nord. Lui allait voyager, vivre des aventures. Lui serait chien de traîneau. Et moi, dans tout ça, moi, j'allais devenir le chacha à sa mémère. Rester seul à la maison, abandonné, pas question. Je refusais ce rôle et décidais d'accompagner Awa. Un matin, la neige tomba et durant 2 semaines, ce fut la danse des flocons. De jour en jour, l'agitation grandissait autour de la maison, créant une rumeur particulière qui signifiait qu'un voyage était proche. Les chiens étaient surexcités. Vous savez comment ils sont, bavards, courant dans tous les sens et maladroits. Dans la bousculade, un chien se blessa. Alors, le trappeur me vit, puissant et audacieux. Il comprit que j'étais prêt pour l'aventure. Et sans hésiter, il me choisit pour le remplacer. « Mais tu es bien trop petit pour être attelé, Pépé !» s'étonne Zik et Zak. « Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le courage. Et puis ne m'appelez plus Pépé, ça m'agace. Appelez-moi Zoom, comme tout le monde. » J'en étais où? Ah oui, les préparatifs n'en finissaient plus. Des couvertures, des fusils, des conserves, des vêtements. J'étais impatient de dévorer les kilomètres, d'en découdre avec les éléments. La dernière sangle serrée, l'attelage s'ébranla. Une longue piste blanche, bordée d'arbres, s'ouvrait devant nous. Le trappeur m'avait placé tout seul, au milieu de l'attelage. Mais bientôt, je le savais, je serais en tête, dirigeant le traîneau d'une foulée farouche et intrépide. Un jour, du fond de la forêt surgit une harde de loups affamés et prêts à tout. Le maître et les chiens étaient terrorisés. Les yeux brillants se rapprochaient. Seul, je me dégageai du harnais et me mis en travers de leur route pour protéger l'attelage. Je bondis sur leur chef, c'était le plus féroce. Une lutte sans merci s'engagea. Hurlant à la mort, les autres loups formaient un cercle autour de nous. Ils attendaient ma défaite avec impatience. Soudain, je glissai en arrière et prenant le dessus, mon adversaire se jeta sur moi. Je me souviens qu'il était lourd et que son poil sentait mauvais. Je me souviens de son haleine fétide. Ses énormes crocs se rapprochaient de ma gorge. Sentant ma faim toute proche, les autres loups clamaient leur joie. Je résistais, mais mes forces représentaient peu de choses face à ce colosse. Peu à peu, je perdais pied. Sa mâchoire allait se refermer sur moi. J'avais presque envie qu'il gagne pour en finir. Heureusement, se sentant sûr de lui, le loup se relâcha un instant. Et aussitôt, d'un coup de griffe, je lui crevai un œil. La douleur lui fit perdre ses moyens. Il tituba. Je me redressai d'un coup de rein, le saisis à la gorge et au prix d'un effort désespéré, le fis basculer sur le dos. Instantanément, le silence tomba parmi les loups. Leur chef avait perdu le combat. Ils reculèrent, la queue basse. Et bon prince, je les laissai partir. Le danger était écarté. Bravo, Pépézoum, bien fait pour lui. Raconte encore. L'air pensif, le vieux chat se lèche les pattes, comme s'il feuilletait une à une les pages glorieuses de sa mémoire. Je me rappelle un jour
où le vent s'était levé. Le ciel et la neige se confondaient en un seul et même désert blanc. Le blizzard soufflait si fort que le chien de tête dut s'arrêter. Il avait perdu la piste. Le trappeur, se résignant déjà à passer la nuit sur place, nous retira les harnais. Mais je me portais à l'avant de l'attelage, et à force de signes, lui fis comprendre que j'étais capable de retrouver le chemin, malgré la tempête. J'étais sûr de réussir. Mon assurance impressionna le maître qui me laissa faire. Dans le coton blanc qui nous enveloppait, une étoile surgit. Elle était très lumineuse. Je la fixai un moment en retenant mon souffle. Une force mystérieuse se déversait en moi. Je me sentais à la fois puissant, comme un caribou, et léger, comme un flocon. Je respirais profondément, puis je bondis vers le ciel, entraînant le convoi à ma suite. L'étoile semblait me guider. Le plus étrange fut de sentir le sol se dérober sous nos pieds, alors que nous nous élevions au-dessus de la piste. Notre attelage survolait l'étendue immaculée. Le temps s'était arrêté. Au-dessus de tout, je dominais. J'étais maître de mon destin. Seule, la neige, fouettant mon visage, me rappelait à la réalité. Soudain, le brouillard se déchira. Et tout en bas, une cabane de rondins apparut. Nous étions sauvés. Tous les chiens me firent fête, et le maître me câlina bien plus que d'habitude. J'étais devenu le chat de tête. Docilement, les chiens m'obéissaient. Ce soir-là, quand le trappeur nous distribua de la viande séchée, il n'y eut pas de bataille pour manger. Ni grognement, ni babine retroussée. Pour la première fois, nous pûmes dîner dans le calme du Grand Nord. À ce moment précis, la porte s'ouvre en grinçant. Le vieux chien Awa entre et s'allonge pesamment près du feu. « Bonsoir les chats, j'entends parler du Grand Nord? Le grand-père évoque ses souvenirs ?»« Oui, Pépé Zoum nous raconte quand il était chat de traîneau. » Awa éclate d'un rire tonitruant. Il se roule par terre en se frottant les côtes. Vexé, Zoum se lèche les pattes en ignorant Awa. Mais celui-ci reprend. « Je parie qu'il vous a fait le coup de la harde de loup. Et puis, laissez-moi me rappeler, il vous a aussi raconté son exploit dans le blizzard? Oui, et même que c'est comme ça qu'il est devenu chat de tête. » Ah, c'est trop drôle. Ce chat est un incorrigible vantard. Pourquoi? C'est pas vrai, Pépé Zoum? Les enfants, n'écoutez pas ce vieil imbécile de chien. La jalousie lui fait perdre la mémoire. Eh bien, ce vieil imbécile va vous raconter comment tout s'est passé, répliqua Awa du tac au tac. Combien de fois je les ai entendus, ces balivernes? Je les connais par cœur. Tiens, par exemple, cette histoire de course dans le brouillard. En vérité, c'est l'amour maternel d'une femelle de l'attelage qui nous sortit du pétrin. Elle allait mettre bas, et son instinct fut plus fort que la tempête. Elle nous mena droit au refuge. À peine arrivée, elle donna le jour à 3 adorables chiots. Quant au loup, qui l'aurait soi-disant terrassé, j'ai le regret de vous dire que c'est le trappeur lui-même qui le tua d'un coup de fusil. Pendant quelques instants, Awa et Zoum s'affrontent du regard. « C'est vrai, Pépé Zoum ?» demande Zik très déçu. « Bien sûr que non, il ne m'a jamais pardonné d'être le chouchou du trappeur. » Les deux chatons ne savent plus qui croire. Awa reprend la parole. « Mais enfin, les enfants, réfléchissez un peu. Le trappeur n'aurait jamais emmené un chat dans une telle aventure. Un chat n'est pas fait pour tirer un traîneau. La vérité, c'est que Zoum a voyagé incognito, du moins au départ. Il s'était caché sous les pactages, et quand le trappeur l'a découvert, il était trop tard pour le ramener à la maison. Alors on l'a gardé avec nous. Mais pendant que nous, les chiens, nous tirions l'attelage, Monsieur Zoum, lui, se prélassait tranquillement sous des fourrures à l'arrière. Furieux, Zoum se dresse devant Awa. « Et l'histoire de l'ours, tu l'as oubliée peut-être ?» Le vieux chien hésite. Les chatons dévisagent tour à tour Awa
Et Zoom. C'est quoi encore cette histoire d'ours? Les yeux brillants, le grand-père reprend son récit. C'était la nuit. Le campement était calme. Le feu projetait de grandes ombres dansantes sur les arbres de la clairière. Comme d'habitude, je ne dormais que d'un œil, guettant le moindre danger. Soudain, il y eut un craquement, un bruit sourd, suivi de grognements. Tous les sens en alerte, je cherchais à percer le mystère des ténèbres. C'est alors qu'à la lumière des flammes surgit une bête colossale, un ours gigantesque. J'étais le seul à être conscient du danger. Les autres dormaient bien tranquillement. Sans écouter la peur qui m'envahissait, je bondis en travers de sa route. Les poils hérissés, toutes griffes dehors, je poussai un cri si terrible qu'il stoppa net l'animal. Réveillé en sursaut, le trappeur eut tout juste le temps d'armer son fusil. Et par chance, sa première balle tua la bête. Au petit matin, quand il dépeça l'ours, c'est à moi, Zoom, qu'il donna le premier morceau de viande, en signe de reconnaissance. « Oh, tu nous racontes encore des blagues, Pépé. Tu te moques de nous. » « Mais dis-leur, Awa, dis-leur que c'est la vérité, » s'écrie Zoom. Le vieux chien se gratte la tête. Il a les yeux vagues de celui qui se rappelle. Il revoit le chat, dressé devant l'ours, si petit face au danger. Et cette ombre immense. C'est vrai, les enfants, je me souviens. Tout s'est passé comme il le dit, même si je n'ai toujours pas compris comment cette petite bête a fait peur à la grosse. Pour ça, oui, on lui doit une fière chandelle. Allez, les enfants, il est tard, il faut vous coucher. Déjà, Pépé Zoom, on n'est même pas fatigué. Eh bien moi, tous ces souvenirs m'ont épuisé. Au lit maintenant, dit le grand-père de sa grosse voix qui résonne. Inutile d'insister, les petits filent dans leur panier. Et quand Zoom se penche pour les embrasser, Zach lui glisse à l'oreille. Dis Pépé, pourquoi tu nous as raconté que tu étais chat de traîneau? Tu nous dis toujours que c'est pas bien de mentir. Un petit sourire au coin des moustaches, Zoom répond. Nous aussi les grands, on a le droit de rêver. Si vous êtes sages, demain, je vous raconterai mes souvenirs de chat d'avalanche. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.